je vais présenter notre démarche. Donc, c'est dans le cadre de Sol en Ville, qui est une démarche participative d'encadrement de la connaissance de la faune du sol, donc tu connais bien, Jean-Louis. Et donc, dans ce cadre-là, on a l'ambition, en fait, de monter en compétences, en connaissances sur divers aspects des sciences participatives et de faune et de la connaissance des sols. Ah, bonjour. Super. Et donc, dans le cadre de cette montée, enfin, après, voilà, ça se discute, mais en tout cas, accroissement des différents savoirs sur les sols et de participation aussi à ces connaissances, on a proposé de faire toute une série de conférences qui concernent soit le côté naturaliste, c'est-à-dire les sols, leurs fonctions, certains organismes qu'on peut regarder à la loupe, si on peut dire, voilà. Et puis, il y a un côté qui est plus sciences humaines, c'est l'approche de ces sciences participatives. Et donc, la conférence d'aujourd'hui, ça fait partie de ce panel de conférences plutôt sur les participants. Et puis, le troisième volet, ça concerne plutôt les rapports à la ville et à l'aménagement. Oui. Parce que si vous voulez faire une visio, il ne faut pas utiliser votre ordi, en fait. Il faut utiliser celui qui est là, qui a été débranché. Ouais. Mais là, ça va enregistrer ce que je suis en train de faire. Oui, c'est vrai, mais vous n'utilisez pas les micros de la salle et tout ça. Bah ouais, mais ouais, ça aurait été mieux, mais là, je ne sais pas si... Merci beaucoup, Marianne. Donc, il a récupéré son écran. Ça ne fait rien. Par contre, peut-être je mettrai un autre, si tu restes debout, Florian. Je mettrai peut-être aussi un autre micro parce qu'on n'entend pas forcément très bien. Donc, c'est aujourd'hui Florian Charvolin qui va intervenir sur les sciences participatives et donc plus ce volet sciences humaines, observation de ce type de démarche et de la participation. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire pour aussi les citadins, puisqu'on travaille sur les milieux urbains, ou les citoyens en tout cas, de participer à des démarches de sciences participatives. Donc, je laisse la parole à Florian. Je prends une petite minute pour mettre quand même aussi un deuxième enregistreur, parce qu'on s'est aperçu. Voilà. Comment ça marche ça? On s'est aperçu que ça ne marchait pas super. Voilà. Très bien. Et ben, en tout cas, merci d'être là. Et merci à Florian. C'est sûr, pas de représentant de l'école parce qu'on avait, comment ça s'appelle, qui avait mis en place l'observation des oiseaux, avait participé derrière avec mon service, à l'arrière de l'Eurométropole. Ina Charnot? Oui. Ben, on en parlera tout à l'heure. Moi, j'avais expérimenté ça, la reconnaissance des oiseaux. Bon, c'est un peu, c'était pas facile. Ah ben, on va en parler, oui, parler, justement. Voilà. Donc, on va écouter Florian, et puis après, bien sûr, on peut prendre le temps de débat. Ce sera même... Peut-être commencer justement par le commencement, c'est-à-dire que moi, je suis tombé dans le milieu des naturalistes quand j'étais jeune adulte à Grenoble, par l'ornithologie, justement, par... quelqu'un que je connaissais qui m'a introduit dans le monde des oiseaux. Et depuis, je ne l'ai pas quitté, même si je suis absolument très, très mauvais en reconnaissance d'oiseaux. Et donc, je suis Florian Charvolin, donc je suis sociologue de l'environnement, je suis employé par le CNRS. Et je travaille, donc, j'ai décidé à la fin des années 90 en recherche de sujets, d'études, de me dire que finalement ma passion pour l'ornithologie et les oiseaux pouvait être un bon filon en fait pour s'intéresser à ce qui constitue le partage de connaissances dans le monde naturaliste entre des amateurs, alors on parle souvent d'amateurs, et puis des scientifiques. Et du coup, c'est de là qu'est né mon intérêt pour les sciences participatives et mon intérêt du coup pour la production de données naturalistes, de données, et avec un tournant qui s'est opéré dans les années 2005-2010
autour de la question du numérique, c'est-à-dire que les sciences participatives ont pris le tournant numérique, ce qui fait que maintenant, il y a beaucoup d'initiatives qui sont facilitées en fait, pour la reconnaissance par des outils smartphones, des sites internet ou des choses comme ça. Donc, c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui, d'un point de vue sociologique, c'est-à-dire d'un point de vue de… Ce qui m'intéresse, c'est l'architecture des sciences participatives, comment on fabrique une science participative, et puis aussi qui participe. Ça, c'est plutôt la question du sociologue qui est importante, c'est qui participe à ce genre d'initiative en France. Je suis membre du collectif national Sciences participatives et biodiversité. Donc, je suis impliqué aussi en tant que personne dans ces initiatives-là comme partie prenante. Et donc, je suis à la fois sociologue et à la fois aussi partie prenante de ce point de vue-là. Alors, les sciences participatives, c'est pas… ça ne marche pas. Ça marche pas? Non. Attends, je vais faire comme ça. Regarde si tu mets peut-être… Donc, ça ne marche pas ici? Ah si, c'est bon, ça marche. Les sciences participatives, ça peut paraître un peu quelque chose d'assez obscur, ou en tout cas d'assez peu balisé par la connaissance qu'on peut en avoir dans les médias ou autres. C'est quelque chose qui se développe beaucoup. Il y a beaucoup maintenant de programmes politiques de financement qui concernent les sciences participatives ou les sciences citoyennes, ou la question de la participation du public à la connaissance, la science ouverte par exemple. Et je voulais juste commencer par un des résultats des sciences participatives, c'est le fait que dans les années 2010, on s'est aperçu que il y avait 30% des effectifs des hirondelles des fenêtres qui avaient disparu en France. Alors ça, c'était un point qui a été important parce que ça concerne la nature ordinaire. Donc, des amateurs, il y en a eu beaucoup au 19e siècle, j'y reviendrai, il y en a eu beaucoup depuis très longtemps, mais qui étaient plutôt spécialisés dans leur discipline ou dans leur spécialité, les orchidées, les amateurs des orchidées, les amateurs des… Il y avait un fonds, par exemple, un fonds d'intervention sur les rapaces, où en gros, dès qu'il y avait un faucon pèlerin quelque part, on savait qu'il y avait 2-3 amateurs qui étaient derrière l'air du faucon pèlerin. Donc, tout ça était bien balisé, mais par contre, on avait très peu de connaissances de la nature ordinaire. Et ce que font les sciences participatives, et par exemple sur les hirondelles des fenêtres, qui sont quand même de la nature ordinaire qu'on a l'habitude de voir en permanence à partir de la fin du printemps, eh bien, on s'est aperçu qu'il y avait une baisse de 30% grâce à une science participative qui a été historique en France, qui est Stock EPS, c'est-à-dire suivi temporel des oiseaux communs, échantillonnage par ponctuel simple, c'est ça que ça veut dire. Donc c'est un principe qui a été développé à partir des années 80, fin des années 80, 89, au Muséum d'histoire naturelle à Paris, où il existait un système pour repérer les oiseaux en les baguant. Donc, pour baguer un oiseau, la nature est très protégée. Donc, pour baguer un oiseau, il faut avoir une autorisation de bagage. Donc, ça suppose une formation. Et donc, depuis très longtemps, en France, on bague les oiseaux et puis on les capture et on les recapture avec des filets pour voir leur migration, pour voir où ils se déplacent, etc. Et à partir de 89, il y a quelqu'un qui s'est dit, mais à partir de l'expérience américaine notamment, au lieu de seulement de baguer, donc on continue à baguer les oiseaux en France, mais au lieu de les baguer, on va essayer de les écouter. Et donc, on va faire un échantillonnage à l'écoute sur un maillage du territoire pour voir qui sait quel oiseau on entend, et on va les noter systématiquement. Donc, il y a 300 à 500 personnes en France qui ont commencé à des ornithologues, alors chevronnés, parce que pour reconnaître les oiseaux à l'oreille, il faut le faire, mais quand même des ornithologues amateurs qui se sont mis dans le programme. Et donc, ça a donné ça, au bout de 89-2010, au bout de 20 ans, on avait des informations à peu près fiables sur les hirondelles en France et sur la chute des hirondelles, de la population d'hirondelles. Donc voilà à quoi ça sert, en gros, les sciences participatives aussi. Ça sert à connaître la nature ordinaire et à donner des chiffres qu'on n'a pas vraiment perçus. Voilà, et on pourrait faire la même chose sur les moineaux à l'heure actuelle, puisque les moineaux sont en déclin. Donc c'est pareil, c'est des animaux qu'on voit dans la nature, qu'on n'a pas l'impression
de repérer comme en danger d'extinction. Et en fait, les sciences participatives nous permettent de documenter ça. Comment tu as fait? Ouais, comme ça. Tu dois avoir le doigt magique. Ouais, ben, tout à l'heure, ce n'était pas le cas. Droite, suivant, diapositive. Ouais, si tu mets là, voilà. Voilà, là. Ouais. Bon, Voilà. À défaut. Ah ben, alors ça marche. J'ai trouvé le bouton. Donc, en gros, il y a beaucoup d'initiatives de sciences participatives en France. Moi, celles qui m'ont beaucoup intéressé, c'est celles qui concernent le contact avec la nature en plein air. Mais je dois dire qu'il n'y a pas seulement ce type de sciences qui existent, sciences participatives qui existent. Et par exemple, au Canada, ça se fait à Montréal, ça se fait aussi à Paris. Il y a des gens dans une discipline, dans une science participative qui s'appelle les herbonautes à Paris et à Montréal, c'est l'herbier Marie-Victorin. Ce sont des gens qui sont chez eux, qui acceptent de participer à une opération où on leur envoie des planches scannées d'herbiers qui se trouvent dans le muséum, des herbiers qui ont date du XVIIe siècle, et où à charge pour eux de reconnaître la plante à travers ce qui est marqué à l'encre à côté de la plante, de l'herbier, de l'herbe en tout cas, de la plante qui a été séchée. Donc, généralement, sur un herbier, il y a une plante séchée, il y a un nom de qui a reconnu la plante et puis le nom de l'espèce. Donc, ils travaillent comme ça, à distance, par biais d'Internet, pour reconnaître ce type de plante. Donc, ça, c'est plutôt une science participative qui se fait chez soi. Il y a beaucoup de sciences participatives dans le domaine de la biologie moléculaire où on déplie des protéines. Enfin, tout ça, ça se fait chez soi. Le programme SETI aux États-Unis pour reconnaître l'intelligence artificielle, l'intelligence extérieure à la planète Terre, aussi peut travailler avec les ordinateurs des particuliers la nuit. Donc, il y a des gens qui acceptent d'utiliser le temps d'ordinateur la nuit pour faire travailler des logiciels du SETI, qui est l'organisme américain pour reconnaître la vie extraterrestre, et qui donc travaille sur des bases de données qui tournent en permanence sur les ordinateurs des particuliers la nuit. Ça, c'est d'autres types de sciences participatives. Ce n'est pas celle qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce type de numérisation de la biodiversité. Alors, avec plusieurs étapes. Hein. La première étape, c'est celle de la reconnaissance. Donc, on va en plein air, on observe les oiseaux, on observe les plantes, on observe les coléoptères, on observe les papillons. Et là, qu'est-ce qu'on observe? On va commencer à d'abord s'intéresser à la reconnaissance de ce qu'on observe. Est-ce que c'est un citron comme papillon? Est-ce que c'est un brin du Pelargonium? Est-ce que c'est un moineau domestique? Est-ce que c'est un gobe-bouche bleue? Voilà, il y a des choses comme ça qu'on observe. Et donc, la première étape, c'est la reconnaissance. L'identification de l'espèce qu'on peut avoir, qu'on peut faire différer, mais qu'on peut souvent avoir avec des guides qu'on amène sur le site, qu'on peut avoir relativement proche de le moment où on voit l'espèce, et d'autant plus proche que généralement les observations qu'on fait sont fugaces, donc c'est bien d'avoir un guide au moment où on observe. Ça, c'est une des parties. Voilà. Des fois, on observe et puis on peut prendre des photos où on observe et puis on retourne chez soi et on regarde le guide. Mais ça, c'est la première étape. Généralement, ça se fait en plein air. Observation, donc j'ai mis ma petite flèche avec l'observateur avec ses jumelles. Et puis la deuxième partie, la deuxième étape, je vois que ça a un peu sauté là. Pas grave. La deuxième étape, c'est celle du signalement, c'est-à-dire qu'on est sur des sciences participatives numériques, c'est-à-dire que la deuxième étape, c'est de signaler sur Internet ce qu'on a vu. Donc, on a des formulaires généralement qui existent, ça dépend des sciences participatives. Chaque science participative a un formulaire différent. Et donc, on observe et on signale sur Internet. Ça peut se faire directement avec un smartphone. Des fois, il y a des applications comme PlanteNet ou comme Naturalist, dont je vais vous parler, où on est en pleine nature, on observe l'espèce, on la nomme et directement on signale avec le smartphone en pleine nature directement. Et puis, troisième étape, alors une fois que ça a été signalé, ça rentre dans les ordinateurs des laboratoires ou des associations qui gèrent les sciences participatives. Et il y a tout un travail de bancarisation sur lequel je ne parlerai pas, qui consiste à collecter toutes ces informations, les mettre en tableau, les comparer, etc., faire des grilles statistiques, des cartes de répartition. Et ça, c'est donc la troisième étape, c'est la bancarisation. Et ça donne lieu à la quatrième étape qui est
la diffusion d'informations synthétiques sur une carte de répartition des espèces, par exemple, ou sur des statistiques, des tableaux, etc., qui vont plutôt du côté des usagers, et puis du côté des pouvoirs publics. Les DREAL sont très intéressés, par exemple, ou des bureaux d'études, même certains bureaux d'études qui travaillent sur le domaine. Alors moi, je m'intéresserai essentiellement à la partie signalement. Donc cette partie-là, qui est qu'est-ce qu'on fait quand on numérise une information qu'on a sur Internet et qu'on la numérise. Alors, les sciences participatives, j'en ai donné quelques exemples, elles sont répertoriées au niveau national par un site qui s'appelle Open. Si vous tapez Open Sciences Participatives, vous allez trouver une fiche par protocole de sciences participatives telles qu'elles sont répertoriées en France. Toutes n'y sont pas, parce qu'on n'a pas la connaissance de tout ce qui se passe. C'est un peu comme les associations, on sait quand ça se crée, on ne sait pas quand ça se termine. Il n'y a même pas de registre national des sciences participatives en France. C'est l'opération Open qui permet d'avoir un site, c'est un portail en fait, où on trouve les informations sur les sciences participatives. Et donc, à l'heure actuelle, on est monté jusqu'à 153, je crois, programmes de sciences participatives en France. Là, on en a recensé moins. Avec le Covid, ça a été un peu plus compliqué pour les recenser. On en a recensé 136 en 2021. Et ça représente plus de 100 000 personnes qui sont signaleurs, c'est-à-dire le critère pour calculer le nombre de personnes qui sont dans les protocoles, c'est d'avoir signalé au moins une fois dans l'année. Ce n'est pas des gens qui regardent le site, c'est vraiment des gens qui signalent, qui prennent leur information, qui observent la nature et qui font un signalement. C'est pour ça que le signalement est important, parce que c'est ce qui permet de comptabiliser un peu l'audience des sciences participatives. 100 000, c'est 100 000 contributions. Donc, c'est 100 000 contributions. 100 000 contributeurs. Si, donc 100 000 contributeurs. En termes de contributions, il y en a beaucoup, beaucoup plus. Ah bon? Ah oui. 100 000 personnes. Voilà. C'est 100 000 personnes. C'est 100 000 personnes. Donc, il y a beaucoup plus de contributions. Alors, par exemple, je vous donnerai tout à l'heure l'exemple, mais je peux le donner maintenant. Une science qui s'appelle, un portail qui s'appelle Faune France, qui observe toute la faune en France. Il y a 25 000 contributeurs en 2018, 12 millions de contributions. Ça vous donne un chiffre. Rien que pour Faune France. Donc, si vous en faites 136 comme ça, vous allez voir le nombre d'informations qui sont sur le site. Donc, c'est énorme. C'est une énorme connaissance qui est développée sur les sciences participatives, grâce aux sciences participatives. D'ailleurs, j'en parle pas là, mais je peux l'évoquer. Il y a une organisation mondiale qui s'occupe de gérer la connaissance sur la nature, qui s'appelle la Convention sur la diversité biologique. Et il y a un des indicateurs de la Convention sur les espèces sauvages qui existe, donc au niveau mondial, notamment avec des relais comme le GBIF, qui est un relais international qui collecte l'information nationale des différentes nations sur la nature. Donc, il y a tout un maillage qui se fait. Et ça a été calculé sur la France, il y a plus de 70% de l'information qui va à la CDB pour la France qui est d'origine amateur. Ça vous donne une idée. C'est-à-dire qu'il y a que même, je crois, 70, et je ne suis pas sûr que ce soit même moins que ça, que ce soit plus que ça. Donc, il y a 20-30% de l'information qui vient des professionnels, tout le reste, c'est des amateurs. Donc, ça vous donne une idée de l'importance que ça a. Donc là, si vous allez sur Open, vous allez voir par fiche, donc il y a une liste, un menu défilant. On peut sélectionner batracien, on peut sélectionner amphibien, on peut sélectionner reptile, oiseaux, etc. Et après, ça donne la liste de toutes les fiches de protocoles qui existent sur le sujet. Donc, c'est assez bien foutu. Je vous engage à aller voir un peu sur le site. C'est assez bien, puis ça vous permettra de faire votre marché dans le domaine. Non, là, je ne suis pas connecté, mais je vais vous donner des exemples. Par exemple, voilà. Ça, c'est des exemples qu'on trouve sur le site. Donc, en gros, chaque science participative a un logo. Généralement, il y a toujours un logo. Et là, je vous en ai sorti quelques-unes. Donc, ça fait partie des 136 qui ont été répertoriées. Celle-là existe depuis un petit bout de temps. Donc, je vous ai parlé de Stock EPS, qui est donc en France le précurseur du renouveau des sciences participatives en France.
Donc, je vous ai expliqué, donc c'est un maillage de 2 km de côté, des points d'écoute qu'on sélectionne de manière aléatoire sur le site. Et après, on va sur le site, on écoute pendant 5 minutes, on note tous les oiseaux qu'on a entendus, les espèces qu'on a entendues. On va à un autre point d'écoute, on note, etc. Et ça fait des quadrillages. C'est ça le principe. Donc, à chaque fois, il y a un protocole différent. Je vous ai mis Biolite. Biolite, j'ai beaucoup travaillé avec Biolite. Biolite, c'est un protocole qui est diffusé par une association qui s'appelle Planète Mer. Biolite, ça veut dire biologie du littoral. Donc, l'idée, c'est de partir sur l'estran rocheux. Donc, l'estran rocheux, c'est la partie émergée à marée basse et immergée à marée haute. Donc, il y en a beaucoup de Dunkerque à La Rochelle, en gros, puis un peu à Biarritz aussi, là où il y a de la marée et des roches. Et donc, Biolite, ça consiste à aller sur cet estran-là et à faire des petits cadras et regarder un peu ce qu'il y a dans les petits carrés qu'on fait sur l'estran. Regardez le nombre de la couverture algale, donc quel type d'algues c'est, est-ce que c'est des fucus vésiculeux, est-ce que c'est des algues vertes, etc. Et puis de collecter tous les bigorneaux qu'on trouve et de les nommer. Est-ce que c'est des littorines, est-ce que c'est des gibules ou des choses comme ça. Donc ça est un autre type de science. On prend les photos du carré, on prend les photos des espèces qu'on a répertoriées. Et comme ça, on donne les photos à la Planète Mer et Planète Mer est capable de faire un état de l'écosystème de l'estran rocheux avec ces données qui sont collectées par des amateurs ou des néophytes, d'ailleurs, des gens qui n'ont jamais fait ça de leur vie. Speepol, c'est un protocole assez intéressant. Ça consiste à photographier pendant, je crois que c'est 5 ou 10 minutes, je crois que c'est 10 minutes, toutes les espèces d'insectes qui se posent sur une plante. Donc, on prend une plante en fleurs et on photographie tout ce qui se pose pendant 10 minutes. Et après, on collecte, on identifie les insectes et on envoie les photos et les identifications au laboratoire. Donc, Speepol, c'est géré, je crois, par l'OPI et peut-être le muséum. Et le muséum. Donc, voilà. Donc, du coup, voilà, ça donne une idée d'une autre façon de faire de la science participative, cette fois avec beaucoup de photographies. Et il y a beaucoup de photographes, en fait, qui sont dans Speepol parce qu'ils adorent photographier la nature. Donc là, ça leur donne l'occasion de photographier la nature et en plus de participer à une connaissance scientifique. L'observatoire des saisons, c'est le petit carré là, avec les feuilles différentes. On observe la phénologie, c'est-à-dire l'étude de l'impact du climat et des changements saisonniers sur les espèces, donc sur les espèces végétales en particulier. Donc, quand est-ce que les premières feuilles tombent à l'automne, par exemple, des arbres qu'on a autour de soi? Quand est-ce que les premiers débourrages de bourgeons se font au printemps? Voilà. Toutes ces informations sont présentes dans l'observatoire des saisons. Et puis le dernier, c'est par exemple, c'est Wanted, c'est un dragon dans votre jardin, c'est sur les tritons dans les mares notamment. Voilà. Donc ça vous donne une idée de qu'est-ce qu'il y a comme variété de sciences participatives. C'est pas là qu'il faut. Alors, je vous ai parlé de Biolite. Biolite, ça fonctionne avec un instrument. Donc, l'intérêt des sciences participatives par rapport au laboratoire, c'est qu'on est en plein air. Et donc, on est sur quelque chose qui est de ce qu'on appelle in situ, c'est-à-dire qu'on observe la nature en plein air. Dans le laboratoire, on peut contrôler toutes les variables, on fait une expérience, on contrôle toutes les variables et on est en atmosphère confinée et on arrive à faire une expérience qui tienne la route. En plein air, c'est plus compliqué, on n'a pas le contrôle sur les variables, on n'a pas d'atmosphère confinée, donc comment on fait pour fabriquer de la donnée quantitative quand même? Donc, il y a des instruments comme par exemple le cadra. Donc, je vous ai montré un cadra. Ça, c'est un truc qui a été inventé au début du XXe siècle par des écologues qui fait du quali quantitatif, c'est-à-dire on lance au hasard et là où il se pose, on observe tout ce qu'il y a dedans. Donc, ça nous donne une quantité d'espèces sur un espace donné relativement standard. Et donc, on peut relancer le cadra ailleurs, toujours au hasard, et on observe ce qu'il y a par ailleurs dedans. Et ça nous donne des informations qui sont relativement quantitatives, mais sur quand même quelque chose qui est in situ. On n'est pas sur une atmosphère de laboratoire. Ça, c'est quelque chose qui existe beaucoup dans les sciences participatives. Je vous parlais de Biolite. Biolite, il y a un cadra qu'on lance aussi au hasard. Et la question du hasard est importante parce que si on veut faire de la statistique derrière scientifique,
il ne faut pas aller voir là où il y a plus d'espèces. Si on va voir systématiquement là où il y a plus d'espèces, on va avoir faussé nos données. Donc, l'idée de lancer au hasard le cadra, c'est important parce que du coup, on sélectionne pas, on auto-sélectionne pas la quantité d'espèces qu'on va observer. On peut le jeter plusieurs fois alors, et puis après on fait la moyenne, c'est ça? Eh ben, on peut le jeter. Une personne peut le jeter une fois, si une autre personne le jette ailleurs une autre fois, ou alors une personne, même personne, par exemple Biolite, on fait 2 ou 3 lancers de cadra sur une sortie Biolite. Donc c'est la même personne qui lance 2 ou 3 fois le cadra, mais comme on est 10, 15 dans la sortie, eh ben, ça fait 50, 40, 50 cadras à chaque fois. Donc ça couvre beaucoup. Pas ça. Alors, les origines, j'ai combien de temps? En tout, 3 quarts d'heure, 1 heure. 3 quarts d'heure, 1 heure? Ça va ou Très bien, ça marche. Les origines, après on pourra discuter. Hein. c'est ça, voilà. Je pense que voilà. J'ai fait quelques mentions des origines parce que y a on pense que les origines, elles sont liées à de la connaissance scientifique et qu'en gros, les sciences participatives, c'est des annexes des laboratoires qui sont en pénurie de postes de travail et donc qui vont chercher chez les amateurs l'information qu'ils ne peuvent pas avoir par eux-mêmes. Et ben, dans les origines, il y a plus que ça. Bien sûr, il y a ça, c'est-à-dire que l'une des origines des sciences participatives, donc outre le fait que l'origine officielle qu'on trouve dans la littérature sur les sciences participatives, c'est plutôt le début du XXe siècle, en ornithologie, lorsqu'il a été mis en place le Christmas Bird Count, le compte des oiseaux hivernaux aux États-Unis autour de Frank Chapman, qui était un écologue local. Et puis ça s'est développé après, mais bon, ça c'est l'histoire officielle, on va dire. Mais si on remonte un peu, si on fait de l'archéologie, si on remonte un peu avant, on s'aperçoit que des amateurs, il y en existait beaucoup au XIXe siècle. Le siècle de l'amateur, c'est le XIXe siècle, avant que les sciences se professionnalisent. Au XIXe siècle, il y avait très peu de sciences professionnelles, il y avait beaucoup de sciences qui étaient liées à des amateurs ou à un travail lettré de gens qui avaient le temps. Donc, il y avait des gens, par exemple, qui étaient au Muséum d'histoire naturelle, et depuis le XVIIe siècle, XVIIe siècle, il y a des correspondants des muséums qui parcourent le monde et qui renvoient des espèces empaillées ou des peaux de bêtes, etc., qui se conservent dans le formol, qui leur renvoient à la métropole pour être rendus à la métropole, où les herbiers sont constitués comme ça. Donc ça, c'est une première origine, c'est les correspondants du muséum, en gros, ou des muséums, au niveau français, mais aussi anglais, c'est pareil en Angleterre. Donc, si vous avez connu des grands noms comme Buffon, par exemple, qui était le curateur du muséum du Jardin du Roi avant que le muséum s'appelle muséum, ou Banks en Angleterre, qui était le curateur du musée anglais londonien d'histoire naturelle. Il y a aussi d'autres choses qui sont encore antérieures à ces correspondants donc, des muséums. C'est les cabinets de curiosité, c'est des bourgeois, enfin des aristocrates ou des bourgeois qui ménageaient dans leur château une aile entière à l'amoncellement d'espèces empaillées avec leur nom, mais ça pouvait être aussi des meubles d'antiquité, des résultats de fouilles archéologiques, enfin tout ça a été empilé comme ça dans cette espèce de capharnaüm qui représentait les cabinets de curiosité des aristocrates et des bourgeois. Et enfin, la troisième source auquel on peut penser, c'est les sociétés savantes. Donc, il y a des sociétés savantes qui existent encore à l'heure actuelle, comme les sociétés linnéennes, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Ce sont des sociétés qui existent à l'heure actuelle encore et qui datent du XVIIIe siècle. Donc ça aussi, les sociétés savantes, c'était des sociétés où on fabriquait de la donnée sur la nature. Donc ça, c'est l'histoire, on va dire, la surface de l'histoire de l'archéologie des sciences participatives, où on ne voit que les savants. Donc l'origine de ces sciences, ce serait du côté des laboratoires. Et puis, il y a une autre origine qui a été beaucoup mise en avant par une chercheure qui s'appelle Anne Secord, une Anglaise, qui a fait un article qui s'appelle « Science in the Pub », donc la science dans les pubs, et qui s'est aperçu que, en fait, si on connaissait si bien l'origine, on va dire, lettrée et académique des sciences participatives, c'est parce qu'on avait beaucoup d'archives dessus.
parce que dans le muséum, c'est un centre national, il conserve les archives de ce qui se sont faits sur des siècles, plusieurs siècles. D'ailleurs, le muséum, c'est un côté bibliothèque ou en tout cas archive qui est important. Et puis, il y a d'autres choses qui existaient et qui a été découvert par Anne Secor notamment, en étudiant les manuels des tisserands anglais du Lancashire. Elle s'est aperçue que dans les manuels de tissage, il y avait beaucoup d'espace derrière qui était réservé à l'étude des mousses. Et elle s'est aperçue que ces tisserands du Lancashire, en fait, avaient l'habitude de se réunir dans les pubs pour étudier les mousses qu'ils retrouvaient. Alors, on peut comprendre que le tisserand qui a besoin de beaucoup d'acuité visuelle pour fabriquer son tissu, les mousses qui sont des cryptogames, c'est-à-dire des espèces qui sont extrêmement compliquées à discerner les unes des autres, ça les intéressait. Et donc, on s'est aperçu que les mousses étaient très, très bien étudiées par des tisserands du Lancashire. Et donc, ça donne une autre idée de l'histoire de ces sciences participatives. Non, les mousses végétales, les mousses… Le rapport avec le tisserand. Eh bien, le tisserand, il tisse donc, il fil par fil, il tisse son… Il tisse la mousse. Non, le tisserand tisse son tissu. Mais pour tisser un tissu, il faut être extrêmement précis sur le visuel. Il faut être très, très précis sur le type de fil qu'on va mettre dans le tissu. Et ils utilisaient cette précision visuelle pour étudier les mousses qu'on trouve dans la nature. Par analogie, c'est-à-dire qu'ils avaient cette capacité de distinguer des mousses. Ce qui est compliqué de distinguer des mousses, des espèces de mousses. Et donc, quelque part, on peut penser que c'est grâce à cette capacité qu'ils avaient dans leur métier qu'ils reportaient sur l'étude de la nature et qu'ils pouvaient comme ça observer les mousses. Et ça boucle sur autre chose, c'est que si on regarde maintenant ce qui se passe en France, moi je suis en Ardèche, on a une maison en Ardèche, et il y a des initiatives. Il y a une collègue qui est une ancienne prof de SVT à la retraite et qui fait des sorties BOTA, par exemple. C'est-à-dire qu'il prend quelques personnes comme ça qui sont intéressées, on se retrouve sur le marché de la Mastre, et on part en sortie BOTA le week-end, on part 2 heures, 3 heures le lundi, et on va botaniser tel coin de l'Ardèche. Et en fait, il y en a plein des initiatives comme ça, sauf qu'elles ne sont pas dans les radars parce qu'il n'y a pas d'archives là-dessus. Et il y en a plein en France. Donc, c'est ça qui est important, c'est qu'il y a une autre histoire des sciences participatives, qui est l'histoire populaire, on va dire, l'histoire qui passe par ma copine botaniste ardéchoise, et on trouverait ailleurs, je pense qu'à Strasbourg ou dans la région, il doit y en avoir plein. C'est des gens qui aiment bien botaniser, qui aiment bien sortir observer les oiseaux. Moi, j'ai appris à observer les oiseaux avec un amateur qui m'a formé à ça. Et il n'était pas question de science ou autre chose. Alors, voilà, donc ça, c'est la partie historique, on va dire. Maintenant, ce qui intéresse le sociologue en particulier, je vous ai dit, c'est le signalement qui m'intéresse beaucoup, et c'est de savoir qui c'est qui participe dans les sciences participatives. Donc ça, c'est vraiment une question qu'on nous a adressée, que les promoteurs de sciences participatives nous adressent. Expliquez-nous qui vient. Donc l'idée du numérique, c'est que puisque l'information est sur le net, puisque vous pouvez télécharger sur un smartphone Naturalist, PlanteNet ou d'autres dispositifs, quelque part, c'est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut participer, donc c'est ouvert à tout le monde, donc tout le monde participe. Et là, là, on va nous chercher en tant que sociologue, c'est dire, est-ce qu'effectivement tout le monde participe? Est-ce que parce qu'il y a une promesse du numérique qui est de dire c'est open source, tout le monde va participer, tout le monde peut utiliser, c'est gratuit, est-ce que pour autant tout le monde participe vraiment dans ces sciences? Ça, c'est un peu le boulot du sociologue, de se dire, oui, mais alors qui, effectivement, faisons des enquêtes, qui participe? Et on nous a demandé ce travail-là avec des collègues, je vais revenir sur mes collègues, mais dans le cadre d'une base de données qui s'appelle Faune France, qui a été créée en 2017. Et donc, il y a une base de données tout taxon faunistique, c'est-à-dire c'est les poissons, les papillons, les batraciens, les reptiles, les oiseaux, les mammifères, les coléoptères, etc. Les insectes.
Donc, tout taxon, et donc c'est une base qui recueille des informations qu'on peut mettre sur le net sur tous ces taxons de la faune. Donc, on nous a demandé, donc la LPO nous a demandé, est-ce que ça vous intéresserait de travailler dessus? Donc, on a un financement de la MSH de Lyon, Lyon-Saint-Étienne, comme la MICHA, mais pour Lyon. Et donc, on a travaillé dessus. Donc, on s'est aperçu que en faisant le travail sur la base de données qui est hébergée par Faune France, donc c'est la LPO qui héberge la base de données, la Ligue pour la protection des oiseaux, on a pu discriminer donc 25 000 contributeurs actifs en 2018. Donc on a travaillé sur la base de 2018. On a travaillé sur la base de janvier 2017 à décembre 2018. C'est-à-dire un an et demi en gros, parce que la base a été mise effective en juin 2017. Et sur cet an et demi de base, on a trouvé 25 000 contributeurs actifs, donc 25 000 contributeurs ou contributrices qui ont effectivement déposé un signalement, au moins un signalement sur la base. Et ça représente 12 millions de données. Donc 12 millions d'informations. Une information étant un signalement, donc sur Faune France, c'est l'espèce, le nombre d'individus vus, et puis des fois, on peut mettre le sexe si on connaît, puis d'autres informations, si c'est juvénile ou ONI, enfin, il y a des informations contextuelles. Mais la base, c'est qui c'est qui observe, l'espèce, le nombre. Et après, d'autres informations si on les connaît. Et puis, dans Faune France, on peut aussi déposer, il y a une galerie sur Faune France, donc si vous allez sur le site, vous verrez, il y a une galerie de photographies, et on peut déposer des photos à l'appui de ce qu'on observe ou pas à l'appui de ce qu'on observe. Et donc, la base de données en 2018 avait 1 million de photographies. Autant vous dire que maintenant, on doit être plutôt à 3 ou 4 millions. Et sur comme c'est cumulatif, les 12 millions de données par an, vous voyez ce que ça fait sur 2, 3, 4 ans. Donc, c'est énorme. C'est une information énorme. Alors, la base, elle est constituée, alors quand on a travaillé sur l'historique de la base, elle est constituée de plusieurs, en fait, les bases numériques, souvent, elles se constituent par agrégation. C'est-à-dire que ce n'est pas un acteur qui va dire on va faire une base numérique sur la France, c'est plutôt plusieurs acteurs qui sont locaux, qui se disent il faut mettre nos bases de données de manière conjointe, trouver ce qu'on appelle l'interopérabilisation, c'est-à-dire le fait de rendre la base de données de X compatible avec la base de données Y. Et donc, c'est comme ça que c'est monté Faune France. En fait, en France, il y avait, depuis les années 2000, avant les années 2000, les naturalistes, les associations naturalistes, elles avaient des bases de données qui étaient sur l'ordinateur du président ou du salarié. Donc, on allait chaque fois donner au salarié, au président, une fiche cartonnée ou une fiche technique, et lui, il rentrait la donnée qui était sur la fiche, et il la rendrait sur un tableau Excel, et il faisait des statistiques avec ça. Et puis, dans les années 2000, on invente qu'il y a Internet qui se met en place, et puis, donc, il y a des gens qui inventent des systèmes de traitement de l'information sur un ordinateur, avec toujours cette idée d'ordinateur à demeure. Donc, il y avait FNAT, par exemple, qui existait. Il y avait d'autres logiciels de traitement de la donnée qui existaient. Mais il y en a un qui va se développer plus que les autres, qui vient de Suisse, qui vient de Gaëtan Delalloy, qui est un informaticien ornithologue genevois, qui va développer un système qui s'appelle Visionature pour les ornithologues de la région de Genève, qui était vachement pratique parce qu'il fonctionnait avec le cloud, c'est-à-dire qu'il fonctionnait au début des années 2000 avec le fait qu'on pouvait mettre de l'information sur le nuage Internet. Et donc, au lieu de le stocker sur son ordinateur fixe, on pouvait le stocker sur un espace distant et donc y accéder comme on voulait. Et donc, Visionature naît comme ça, avec des Genevois. Et puis, les Genevois, ils sont autour du lac de Genève, mais autour du lac de Genève, il y a aussi des Hauts-Savoyards. Et les Hauts-Savoyards commencent à se dire, mais il y a un truc intéressant qui se fait à Genève, est-ce qu'on ne pourrait pas l'avoir? Donc, tractation avec Gaëtan Delalloy, qui dit, écoutez, moi, je veux bien vous le donner. On trouve un moyen de se financer. Et puis, les Hauts-Savoyards, ils se disent, la région Rhône-Alpes, c'est pas mal, parce que ça pourrait percoler. Donc, du coup, ça devient le Visionature devient le logiciel primordial de la région Rhône-Alpes. Puis, ça va s'aimer en Bourgogne-Franche-Comté, en Aquitaine, en PACA. Et comme ça se diffuse et ça rentre en compétition avec d'autres logiciels locaux.
Et en fait, ça va se diffuser de manière virale. Et puis, jusqu'au moment où la LPO nationale se dit qu'il y a toutes ces initiatives qui vont dans le même sens, si on vous a une charte nationale, on va récupérer le logiciel et ça va devenir Faune France. Donc, Visionature, qui est la base logicielle de départ, devient Faune France pour la France, avec une charte qui a été définie par la LPO et des associations 49 associations, je crois qu'ils en sont à 49 maintenant, locales, qui disent on se met d'accord, on va utiliser que cette base et on va l'adapter pour toutes les bases qu'on utilisait auparavant et on va faire une base nationale qui s'appelle Faune France. Donc Faune France, elle a 4 interfaces. Une première interface qui est la Faune France nationale. Donc on peut se mettre sur Faune France nationale et on peut rentrer n'importe quelle donnée sur la France, tout taxon. Il y a une autre base qui s'appelle Oiseaux des Jardins, qui est gérée par la LPO, qui est rentrée dans Faune France, qui est plutôt sur une des campagnes. Il y a 2 campagnes qui se font en hiver d'observation des oiseaux, très très ponctuelles. Et là, il y a beaucoup de gens qui participent à Oiseaux des Jardins, et c'est rentré sur la base Faune France. Et puis, il y a une troisième base qui est cette fois les faunes locales, c'est-à-dire que, comme je vous ai expliqué, ça a été viral. Donc, il y a eu d'abord des faunes locales, faune Isère, faune Rhône, faune PACA, etc., qui ont existé. Donc, ça, c'est aussi une troisième possibilité de rentrer les données. Si vous êtes dans le Rhône, vous allez sur faune Rhône et vous rentrez vos données. Et puis là, effectivement, il y a une différence. C'est là où c'est intéressant parce que c'est de l'agrégation de faune d'initiatives locales. C'est que, par exemple, dans le Nord, on rentre tous les poissons dans les faunes. Alors qu'en Bretagne, on ne va peut-être pas rentrer les poissons parce qu'il n'y a pas la fenêtre poisson d'ouverte, parce qu'il n'y a pas de valideur pour les poissons en Bretagne. Et puis dans le Rhône, on ne pourra pas rentrer les batraciens parce qu'il n'y a pas de valideur pour les batraciens. Donc, voilà. Donc il y a des spécificités locales, mais tout ça est coordonné au niveau national par cette parapluie qui s'appelle Faune France. Et dernière possibilité, dernier portail sur lequel on peut saisir, c'est Naturalist, qui a été mise en place par Visionature, qui est une application smartphone qu'on peut télécharger sur son smartphone. C'est Naturalist avec un N majuscule et un L majuscule, et pas de E à la fin, et qui permettent donc de télécharger, de signaler directement sur le smartphone ce qu'on voit au moment où on le voit. Donc voilà l'architecture de la base. Alors nous, on nous a demandé de travailler là-dessus. Donc il y a un géographe qui travaille avec moi, qui est Thierry Joliveau, moi-même, et puis une statisticienne de notre laboratoire, Karine Pietro-Paoli. Et on a fait 4 grandes campagnes pour recueillir de l'information. D'abord interviewé tous les membres du comité technique de Faune France, qui sont 8. On a ensuite analysé la base pleine, c'est-à-dire tous les 12 millions de données qu'on a récupérées sur la base, on les a transférées chez nous. On a essayé de faire des statistiques avec ces 12 millions de données pour voir à partir des métadonnées, c'est-à-dire l'information sur la personne par exemple, qui a envoyé le signalement, qu'est-ce qu'on pouvait obtenir. Troisième étape qui permettait d'avoir plus d'informations sociologiques, on va dire, sur le sujet. On a fait un questionnaire qu'on a diffusé sur Internet. On a diffusé à 5000 personnes, un échantillon de 5000 personnes de la base. On a obtenu 1469 réponses. Donc, c'est un bon score qui assure une représentativité statistique de l'information. Et enfin, moi, j'ai interviewé 15 photographes qui postent sur la galerie pour avoir des informations sur qu'est-ce que c'est que la photographie, comment on fabrique de la donnée en fait, photographique dans Faune France, quelle est la part de l'esthétisme, quelle est la part du type de pratique photographique qu'on a, etc. Décidément. Donc, je vais vous parler de la base pleine, c'est-à-dire des 12 millions de données. On a traité l'information on a trouvé des indicateurs qui nous permettaient de comprendre qui étaient les personnes qui signalaient sur Faune France à travers la donnée. Donc, on a fait des thématiques. Vous pouvez agrandir à droite, vous voyez, tout en continuant encore plus loin. Voilà. Non, c'est là qu'il faut agrandir. Donc, pour agrandir. Voilà. Grand écran. Non, je crois qu'on ne peut pas le faire à grand écran parce que sinon on va perdre
Donc, voilà, donc pour agrandir un peu, on a calculé des indicateurs en fait, d'ancienneté. Par exemple, l'ancienneté d'inscription dans Faune France, de l'intensité, donc combien de nombre total d'observations. Je vais essayer d'agrandir encore. Voilà, nombre total d'observations. Donc ça, c'est l'intensité, la temporalité. Depuis combien est-ce que les observateurs ils observent plutôt au printemps, plutôt à l'automne, plutôt toute l'année? On avait d'autres informations sur le groupe taxonomique. Est-ce qu'ils observent plutôt des poissons? Est-ce qu'ils observent plutôt des oiseaux? On avait aussi des informations sur la rareté. On a croisé avec des bases de données sur la rareté des espèces. Donc, on a eu des informations sur est-ce qu'ils observent plutôt les espèces rares, plutôt les espèces normales qu'on trouve de manière normale. Et puis, enfin, la commune d'observation qu'on avait à travers l'indication qu'ils avaient qui renseignait sur leur commune d'origine et puis l'endroit où ils observaient. Donc, est-ce qu'ils étaient éloignés de l'endroit où ils observaient? Est-ce que l'endroit où ils observaient était éloigné de leur commune d'origine, etc. Donc, ça, c'est toutes les variables qu'on a utilisées pour, en fait, arriver à ce type de courbe. Donc, ça, ne me dites pas comment c'est fait, c'est la statisticienne qui a fait une CAH, une régression statistique pour arriver à mettre toutes ces données ensemble et avec des courbes qui permettaient de les distinguer les unes des autres pour faire des sortes de profils de contributeurs et de contributrices. Donc voilà les 7 courbes très distinctes qu'on a pu mettre en place. Donc la C5 par exemple, ça c'est typiquement Oiseaux des Jardins, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'abonne à Faune France en février, qui observe dans son jardin, puis après il ne ferait plus rien. Donc ça, c'est typiquement… Donc, et par contre, il y en a beaucoup qui s'abonnent. C'est-à-dire que ça devient énorme dans la quantité des observateurs qui se connectent à Faune France. La C7, par exemple, est intéressante. On va voir, c'est les experts. Ils observent beaucoup. Vous voyez que la courbe est haute, la courbe verte est haute. Puis ils observent, mais pas seulement des oiseaux, ils observent aussi des batraciens et des papillons. Voilà. Donc voilà à peu près les courbes qu'on avait, donc qui permettaient de distribuer visuellement des profils différents de personnes. Donc ça nous a amené à faire une catégorisation. Alors là, vous n'allez pas la voir du coup. Ça va mieux? Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est… je suis obligé de la dégrossir un peu. C'est la partie C7, donc c'est le bas de la page. C'est ce qu'on appelait les experts. Ce sont des gens qui sont peu nombreux, qui ont une activité ancienne, qui est régulière, qui est informative, qui est en quantité qui est énorme et qui se fait toute l'année. Donc, ils sont 5% de notre panel. Donc, il y a 5% de contributeurs et contributrices qui sont dans la catégorie experts. Par contre, ils représentent 64% des données collectées. Et l'autre catégorie, si on regarde la catégorie observateurs réguliers, la C3, donc c'est un peu le même profil, mais sauf qu'ils sont moins sur les espèces rares. Et ils sont moins… c'est essentiellement la question des espèces rares et puis la pratique locale. C'est-à-dire que les observateurs réguliers, ils observent plus localement, alors que les experts, ils observent partout en France. Et ces observateurs réguliers, ils sont 15% de la base des contributeurs et ils font 27% des contributions. Donc, si vous rajoutez les experts et les observateurs réguliers, ça vous fait 20% de la base qui observe plus de 85% des observations. Donc, ça vous donne une idée d'une règle tendancielle, on va dire, qui existe sur ce domaine-là, de tout ce qui est numérique, toutes les utilisations numériques de l'Internet, qui est la règle des 90-10. Là, ce n'est pas 90-10, c'est 85-20. C'est-à-dire qu'on dit qu'il y a 90% des informations qui sont collectées par 10% des internautes et qu'il y a 90% des internautes qui connectent que 10% des informations. Donc là, ça se vérifie assez bien à quelques degrés près. C'est-à-dire que ça, c'est une règle qu'on a. Donc ça donne une idée déjà de qui sont les personnes qui observent. On s'aperçoit que ces personnes, en fait, elles sont très, très distribuées
Et on va garder en tête cette histoire d'expert, parce qu'on va la voir apparaître après. Alors, si on regarde la carte de distribution maintenant, 90% des personnes collectent. Ben là, sur notre cas, c'est 80% plus de 85% des informations sont collectées par 20% des personnes. Et là, bon. Ça marche comme ça dans les associations aussi. 90% du boulot est fait par 10%. Oui, c'est ça. Et ben, c'est pareil pour le numérique. Alors, si on regarde maintenant l'ère de distribution des observations par le nombre de semaines d'observation, on s'aperçoit de ce que je disais sur le côté viral, c'est-à-dire qu'il y a un gros volume en Auvergne-Rhône-Alpes, en Aquitaine, un peu autour de PACA, et puis finalement, c'est plutôt dans ces régions-là que ça observe. Il y en a très peu à Paris, par exemple, et dans la région parisienne. Et puis, il y a 3 gros trous. Il y a le centre-Loire, la Normandie, et puis le Nord, enfin les Hauts-de-France, qui correspondent à 3 régions qui sont peu organisées en termes d'associations naturalistes et qui sont peu présentes dans Faune France. On voit l'effet structure là, c'est-à-dire que là où il y a peu de structures partenaires, ben, il y a peu d'informations. Donc le côté des promoteurs qui disaient du moment que c'est sur Internet, tout le monde va participer, que nenni, s'il y a peu de structures partenaires dans une région, eh ben on observe beaucoup moins, y compris sur le net où on peut avoir accès à tous n'importe quand. Ça, c'est un point important aussi de la recherche qu'on a menée. Alors, si on regarde maintenant, je vais peut-être accélérer. Si on regarde maintenant l'information sur les participants, cette fois-ci en termes de classe d'âge. On s'aperçoit que les participants qui sont inscrits sur la base récemment, en fait, ont des antériorités d'observation qui sont beaucoup plus importantes. C'est-à-dire que les gens qui s'inscrivent, ils ne commencent pas à observer la nature à partir du moment où ils s'inscrivent. En fait, ça fait longtemps qu'ils observent la nature et ils s'inscrivent seulement à un certain moment. Donc, on s'aperçoit de ça, par exemple, sur le fait qu'il y a il y a 49% des gens qui observent depuis plus de 10 ans dans notre effectif. Et puis, les tranches d'âge, on a une surreprésentation, donc c'est la pyramide des âges à droite. En vert, il y a la population nationale et à droite, c'est la population de Faune France. Et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens qui ont, à partir de 50 ans, enfin, il y a une surreprésentation des gens qui ont plus de 50 ans, mais avec des gens qui observent depuis longtemps, en fait. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont anciens dans l'observation et qui sont aussi plus âgés que les autres, que la population française. Alors, si on construit ça par rapport aux catégories socio-professionnelles, donc on s'aperçoit que ce qui est en vert turquoise, là, ce sont les gens qui ont un diplôme au-delà de Bac+2, pour reprendre les catégories de l'INSEE. Donc à gauche, les barres de gauche, c'est la population française. À droite, c'est la population de Faune France. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus de gens qui ont Bac+2 qui sont dans la population de Faune France. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a beaucoup de populations vieilles qui ont déjà des Bac+2. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont 60, 70 ans qui avaient déjà un Bac+2 dans les années 60, avec une signification du diplôme qui était beaucoup plus importante qu'en France qu'à l'heure actuelle. Donc, ce sont des populations lettrées, notamment âgées, mais lettrées, qui observent dans Faune France, qui va plutôt dans le sens d'une observation de ce que les Américains appellent le serious leisure, c'est-à-dire le loisir sérieux. Enfin, c'est des gens qui ont l'habitude de faire quelque chose de leur loisir autre que juste la satisfaction de passer du bon temps. Ils essaient d'en faire quelque chose d'autre. Alors, on a découvert aussi une autre catégorie qu'on n'avait pas anticipée. On avait posé une question comme ça dans un des tableaux. C'était donc ça, c'est les 1469 personnes qui nous ont répondu. On avait posé une question avec des choix multiples. On leur a demandé est-ce que vous observez dans le cadre de votre activité professionnelle. On avait mis ça comme ça. On s'aperçoit qu'il y a un score de 22, ce qui est beaucoup.
Donc, il y a beaucoup de gens qui observent pendant leur activité professionnelle, bien que le principe de Fonds de France, c'est non, on n'est pas rémunéré pour ce qu'on fait. C'est ça l'amatorat de Fonds de France. Les gens qui sont sur Fonds de France ne sont pas rémunérés par ce qu'ils font. Par contre, il y en a une partie qui observe pendant leur temps professionnel. Alors ça nous a intrigués, on s'est demandé. Donc, on a cumulé avec la question de l'âge, par exemple. Donc, si on calcule la part des gens qui sont jeunes et plus âgés parmi ceux qui observent pendant leur temps professionnel, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup, une surreprésentation de 20% de gens qui ont moins de 39 ans. C'est-à-dire que ce sont beaucoup des jeunes qui observent pendant leur temps professionnel. Et quand on cumule ça, par exemple, avec l'ancienneté, on s'aperçoit que ce sont des gens qui observent depuis longtemps. Et en fait, ça nous a permis de dégager une catégorie qu'on n'avait pas vue au départ, qu'on a appelée les chargés de mission, c'est-à-dire des gens qui, par destination de leur travail, sont en pleine nature, vont en pleine nature. Alors, ça peut être, par exemple, des accompagnateurs de moyenne montagne, ça peut être des chargés de mission de parcs naturels régionaux ou de conservatoires des espaces naturels ou de réserves naturelles ou de parcs nationaux, etc. C'est tous ces ensembles-là qui sont plutôt des jeunes et qui observent pendant leur temps de travail. Ou même à la LPO, par exemple. La consigne de la LPO, c'est que tous les membres de la LPO, quand ils font une observation, ils mettent ça sur Fonds de France. Donc, il y a une couche de population qui va être importante et on peut fédérer, on peut rapprocher ça de la catégorie expert dont je vous parlais, des 5% d'experts qui sont… Voilà. Donc, il y a beaucoup de gens qui observent beaucoup, qui sont jeunes et qui sont dans cette catégorie-là qu'on peut appeler des chargés de mission, dans un métier de l'environnement naturel, on va dire. Donc, ça, c'est un truc sur lequel on est tombé, qui n'était pas prévu à l'avance, sur lequel on est arrivé. Et effectivement, ça correspond à quelque chose qu'on peut voir sur les 50 dernières années, on va dire, hein, pour ceux qui… Voilà, c'est que sur les 50 dernières années, il y a une population qui est apparue de professionnels qui sont des activités professionnelles de l'environnement, qui n'existaient pas auparavant et qui sont montés en flèche. Et maintenant, il y a beaucoup de professionnels de l'environnement en fait, qui existent en France, qui sont employés par des myriades d'associations ou des collectivités publiques, etc. Ça correspond à ces gens-là. Alors, dernière slide pour l'avant-dernière slide pour cette fois la localisation des gens. C'est-à-dire qu'on s'est intéressé à savoir où les personnes qui observaient et qui signalaient sur Fonds de France quel était leur domicile. Et on a regardé avec les catégories de l'INSEE entre les personnes qui habitent en ville-centre, en banlieue, en ville isolée et dans le monde rural. Eh bien, dans le monde rural, c'est la partie rose. Donc, à gauche, c'est la population française. À droite, c'est la population de Fonds de France. Dans le monde rural, on a une propension nettement supérieure des personnes de Fonds de France à habiter dans le rural. Et puis, aussi une proportion supérieure. Donc, ça, c'est la ligne rose. Et puis, la ligne bleue, c'est les villes isolées. Et pareil, on a une proportion supérieure des personnes de Fonds de France habitées dans les villes isolées. Par contre, beaucoup moins dans les banlieues. On pensait au départ que c'était des gens qui étaient dans les banlieues. En fait, pas du tout. C'est des gens qui habitent dans le rural. Beaucoup de gens qui habitent dans le rural ou dans les villes isolées qui observent sur Fonds de France. Et on a croisé ça avec les catégories socio-professionnelles. Et on s'est aperçu qu'il y avait extrêmement peu d'agriculteurs dans Fonds de France. Donc, c'est des gens qui habitent dans le rural ou dans les villes isolées, mais qui ne sont pas agriculteurs. Et en fait, quand on regarde le profil des professions qui sont dans Fonds de France, ce sont des employés, des cadres moyens, des cadres de professions intellectuelles, essentiellement ça, et puis des inactifs, bien sûr. Mais donc, ça veut dire qu'on a trouvé cette catégorie de l'INSEE qui est les villes sous influence urbaine, la campagne sous influence urbaine. Et on pense que ça correspond assez bien au type d'occupation, enfin de résidence des personnes qui sont dans Fonds de France. Donc, on le voit avec ce tableau notamment, 80% des personnes vivent dans le rural. Donc, il y en a plus que la moyenne.
de 6%. Et si on voit la carte de droite, on ne la voit pas bien, mais la carte de droite nous donne la distance en kilomètres entre la résidence et le lieu GPS du signalement. Et donc, le jaune, c'est la distance la plus forte et le bleu, c'est la distance la plus faible. Et on s'aperçoit que dans beaucoup de zones campagnardes, en fait, c'est là où les gens observent beaucoup autour de chez eux. Et que, par contre, bien sûr, dans les Alpes ou dans les Pyrénées, là, c'est des gens qui montent aux alpages pour observer. Et donc là, la distance à l'observation est forte, mais elle est concentrée sur l'été. Et les gens qui observent dans le bleu, là, c'est des gens qui sont proches de chez eux et qui observent dans la campagne, dans le rural. Et on a aussi un critère qui est l'observation du jardin. Et on a beaucoup de personnes, en fait, une surreprésentation des personnes qui observent dans leur jardin. Donc très proches de chez eux, dans leur jardin ou très proches de chez eux. Donc ce qui donne des éléments de compréhension de pourquoi ils sont dans le rural, pourquoi les personnes qui sont observatrices sont des gens qui sont plutôt dans le rural. Voilà, je crois que j'ai fini. Oui, voilà. Et je vous remercie. Je pense que quand vous êtes en pleine page, vous pouvez quand même avancer les diapos et essayer de voir. Voilà. Vous êtes en pleine page à droite, en haut, au milieu à droite. Au milieu de la diapo à droite, non? Ouais, c'est bon. D'accord. Ben là, on la voit mieux, cette carte, du coup. On voit beaucoup mieux comme ça. Ouais. C'est désolé, je ne pensais pas que... Je ne voulais pas détruire le système technique. Je ne sais pas, on verra si c'est... Mais normalement, effectivement, le système technique doit marcher. D'accord. Donc voilà la carte, hein. On voit effectivement en jaune les distances en kilomètres qui sont beaucoup plus fortes pour les gens qui observent dans les montagnes, hein, sur le pourtour pyrénéen et puis les Alpes. Peut-être sur les côtes aussi, sur le littoral aussi, par exemple à Dunkerque, du coup de ce coin-là, c'est aussi donc c'est les lieux où on va en fait en villégiature, où on va se promener, et c'est là où on est le plus distant. Et moi, dans les interviews de photographes que j'ai fait, je trouve une ou deux personnes qui sont effectivement qui observent en montagne, notamment une personne qui est spécialiste du tychodrome, Échelette, qui observe le tychodrome en montagne, qui a ses coins de montagne, qui va dans les Pyrénées les observer tous les ans, mais qui est très loin de son domicile, quoi. Mais ça correspond à peu près à cette occupation-là de l'espace montagnard l'été ou pendant les périodes de vacances. L'Est de la France, c'est vraiment de l'observation de proximité. De proximité, ouais. Non, j'ai l'impression que ça suit des axes routiers. Des lignes jaunes au milieu de zones et en bas d'observation. Après, il faudrait zoomer sur. On peut le faire à plusieurs degrés il faudrait zoomer un peu plus près. Là, c'est une carte sur 200 km l'échelle, donc mais on peut faire la même carte avec une échelle beaucoup plus précise.